Cette série est propulsée par Kaleido, qui accompagne les familles dans l'épargne-études depuis 1964. On pensait que le couple reprendrait son souffle une fois sorti des couches. Mais là, ce sont les lunchs, les devoirs et toutes les images parfaites que nous renvoient les réseaux sociaux de couple ou de famille. Et parfois, ça peut nous amener à s'éloigner sans même le vouloir. Notre vision également de comment élever nos enfants, elle peut changer dans le couple. Il faut se donner le droit d'évoluer comme parents, mais comme partenaires. Si on ne se retrouve plus, quoi faire? Heureusement, rien n'est figé dans le temps. Il est possible de retrouver un terrain d'entente, mais comment? J'en discute avec Roxane Larocque, qui est psychologue au Sénèque. Elle est conférencière, autrice du livre « Laisse-moi te parler de ma vie en famille d'accueil ». Elle accompagne les enfants, les adolescents et leurs familles et elle crée du contenu pour vos ados sur TikTok que je vous invite à visionner comme parents. J'accueille aussi Geneviève Parent, qui est sexologue et psychothérapeute depuis plus de 6 ans. Elle accompagne les adultes et les couples. Elle se spécialise sur les questions de trauma, relations, intimité, sexualité. Elle est chargée de cours à l'université et elle a une approche bienveillante, humaine et ancrée dans la réalité d'aujourd'hui en ce qui a trait à la sexualité. Pour s'enlever de la pression dans le couple, eh bien, pourquoi pas discuter de notre budget? Ce sera le cas dans la minute financière. Alors, pour ramener de la complicité, arriver à rire de notre chaos, eh bien, on va le faire ensemble afin d'être à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour, mesdames, merci d'être là. Certains couples vont filer le parfait bonheur après avoir eu des enfants. Honnêtement, c'est ce qu'on se souhaite, parce que quand on a des enfants, en tout cas, ce qu'on veut dans le monde idéal, c'est d'être des amoureux qui veulent donc fonder une famille. Mais j'aimerais savoir, de par votre pratique terrain, qu'est-ce que ça change pour vrai, là? C'est pas des histoires de grand-mère, là, concrètement pour un couple d'avoir un enfant. Ça change beaucoup de choses. C'est certain que dans ma pratique, on voit qu'effectivement, le « il vécu heureux », il y a eu beaucoup d'enfants, ça met la table sur de voir que ce soit parfait. Puis dans la réalité, c'est pas vraiment ça parce que ça change l'horaire, le temps, les finances, ça change vraiment tout, effectivement. Des fois, on fait des compromis aussi comme couple que finalement, comme parents, on n'est plus tant prêt à faire. Ou on se dit finalement, ça, c'était plus important que je pensais. Ou quand, par exemple, il me parlait comme ça va, j'endure, mais quand ils parlent comme ça à mes enfants, oh là, c'est pas pareil. Fait que, tu sais, des fois, on sait ça, les couples aussi qui étaient très, très fusionnels ou passionnels, puis là, qui tout d'un coup se ramassent dans la routine où la spontanéité n'est plus tellement là. Donc, je pense qu'on part pas tous égaux là, face à la parentalité comme couple. Et on dirait que ça m'amène aussi la question, la parentalité dans le temps. Parce qu'on le sait, cette série veut accompagner principalement les parents d'enfants de 6 à 9 ans. Donc, on se dit que si notre enfant a 9 ans, qu'on est toujours ensemble, ça doit faire à peu près une dizaine d'années qu'on est ensemble. Quel défi vous voyez pour le couple, mais sur le long terme? Parce que, tu sais, tu as parlé de passion, de découverte, les premières années, on a tout ça, mais après 5, 10, 15 ans, ça se redécouvre probablement d'une autre manière, j'imagine. Oui, vraiment beaucoup. Puis dépendamment si les enfants sont arrivés tôt, moyennement ou tard dans la relation, ça vient aussi changer un peu la dynamique puis les attentes qu'on avait par rapport à ces enfants-là. Si on a été un couple, par exemple, pendant juste 1 an, puis on a des enfants de 6 à 9 ans, versus si on a été 5, 10 ans, des fois même, comme amoureux, la transition, elle peut être vraiment très difficile. Puis il faut remettre en question la définition du couple là, au fil des années. Est-ce que tu dirais, Roxane, que justement, le fait d'avoir été en couple 1 an avant, par exemple, d'avoir des enfants, versus d'avoir été en couple 10 ans, c'est pas nécessairement ni un avantage ni un inconvénient, parce que j'imagine qu'après 10 ans, on a des repères. Oui, on se connaît bien, mais en même temps, le petit être vient encore plus chambouler tout ce qu'on avait construit. Tout à fait. Encore là, je pense qu'il n'y a pas
une formule qui fait que si on a un temps nombre d'années, ça va bien aller comme parent. Des fois, on voit des nouveaux couples devenir parents puis être vraiment surpris, mais que ça fonctionne bien puis qui finalement bâtissent quelque chose de solide. Au contraire, il y a des gens qui étaient plus des vieux couples puis qui finalement vont faire un enfant, des fois même dans l'espoir que ça les rapproche et finalement, c'est pas le cas. Donc encore là, il y a plein de cas de figure. Et c'est quand même sans enfant, le couple a des temps et il va changer. Donc, tu sais, je pense que peu importe, dans les couples, il y a des changements. On a à se rechoisir, avec l'engagement aussi, le travail sur le couple. Mais c'est sûr que la charge parentale vient rajouter que des fois, on est plus fatigué, on a moins d'espace, moins de patience, moins de temps. Donc, ça vient complexifier des fois. Oui, puis je vois souvent qu'ils s'attendent, les couples, à ce que ça va être difficile, l'arrivée d'un enfant ou des enfants, mais jamais au point qu'ils pensaient, tu sais. Ou, à un moment donné, je pense qu'on se dit, ça va avoir une fin. Veux pas, au début, il y a l'accouchement quand même, il y a les hormones, le manque de sommeil. Mais à un moment donné, ton enfant atteint 5, 6, 7. Tu te dis, ça va revenir comme avant. Mais non, puis pourquoi ça revient jamais comme avant? Bien, en fait, je pense que l'espoir que ça revienne comme avant est nécessaire pour traverser les périodes comme de chaos ou de crise. Là. C'est j'aime ça. L'espoir est nécessaire. Oui, c'est nécessaire parce que c'est comme si on se dit sinon pourquoi on fait ça s'il n'y a pas l'espoir d'une vie meilleure ou quelque chose. Mais c'est comme tu dis, on évolue, nos besoins changent. Donc, 10 ans, 9 ans, 6 ans après, on a changé puis nos désirs ont changé. Donc, effectivement, ça bouge beaucoup. Est-ce qu'on irait même jusqu'à dire que quelques années plus tard, on devient, sans être d'autres personnes, mais que notre personnalité même peut avoir changé et qu'il est possible que les deux êtres humains qui s'étaient choisis au départ ne soient plus du tout sur la même longueur d'onde ou plus les mêmes personnes? Est-ce que je vais trop loin? Bien, je pense que c'est ce qui explique qu'il y ait plusieurs séparations actuellement aussi. C'est une réalité qui existe. Des fois, c'est un mauvais bout à passer. Des fois, il y a des tempêtes, on se rechoisit, on évolue ensemble. Mais des fois, on sent qu'on évolue, mais oups, ça se distancie. Puis quand ça touche les valeurs, tu sais, des choses plus profondes un peu, où là, on sent que c'est comme un peu irréconciliable, bien souvent, on va voir finalement la séparation, qui ça aussi peut amener son lot de culpabilité comme parent versus comme couple. Quand je prends la décision, c'est juste moi que ça impacte, mais là, c'est mes enfants aussi, c'est mon rythme de vie, mon style de vie. Est-ce que je vais pouvoir encore offrir un logement à mes enfants? Est-ce que je vais pouvoir les gâter comme je fais là? Donc, ça vient rajouter des couches dans ces réflexions-là. En même temps, rester ensemble juste pour les enfants, ce n'est pas non plus l'idéal. Fait que c'est beaucoup de remise en question. Oui, puis les relations, j'aime le montrer à mes clients comme c'est une accumulation de compromis, dans le sens où cette personne-là m'intéresse, je suis bien, peut-être, mais il y a un petit trait, par exemple, qui me titille. Mais c'est un compromis que je suis prêt à faire. Mais des fois, avec l'arrivée d'un enfant, encore plus de responsabilités, on se redéfinit. Parfois, les compromis deviennent plus grands que les bénéfices ou ce qui nous fait qu'on est bien. C'est important de les reconnaître. Est-ce que aussi les non-dits, veux pas avec des enfants, on parle d'irritants, mais il y a une petite chose qui nous irrite, une deuxième, une troisième, et là, ça s'accumule. Est-ce que c'est plus grand quand on est parent? Je pense que oui. Puis, tu sais, on parlait de la période chaos du début. C'est comme si des fois, on l'adresse moins parce qu'on est comme, c'est là, fait qu'on le fait, mais on l'accumule. T'sais, au lieu de dire comme c'est vraiment tough, hein, la période qu'on vit, on est les deux parents, on se comprend, là, les deux, on vit, mettons, dans une situation difficile. Mais si on le nomme pas puis on fait juste le replier, bien oui, les difficultés qui viennent après 5-6 ans, bien, ils s'accumulent. Est-ce qu'un non-dit, ça devient toujours une frustration? À moins là, d'un grand coup de chance et que ça se replace comme ça, la plupart du temps, c'est qu'il y a une raison aussi pourquoi on ne le nomme pas. Qu'est-ce qu'on fait qu'on ne le nomme pas? On revient à la bonne vieille communication. Je pense que c'est toujours important. Je pense qu'il y a cette pensée-là, des fois, que ça se règle un peu magiquement, ou il ou elle va finir par comprendre, ou je peux pas croire qu'il comprend pas, me semble que c'est évident. Ça, c'est un petit fait typique des couples de longue durée. Là. Ils devraient me connaître, je sais à quoi ils pensent. Ils devraient savoir, mais on ne peut pas assumer là, dans les relations. Exact. Alors, on peut être surpris. Exact. Alors, souvent, oui, pour répondre à ta question, les non-dits deviennent des gros irritants. Est-ce qu'on peut dire que des fois, on gagnerait peut-être à revenir au bon vieux temps? Je pense à ma grand-mère qui se ramassait des fois 3, 4, 5 femmes dans une cuisine, cuisinaient ensemble, mais inévitablement, le couple
où la famille, ça revenait dans les discussions. Puis ils se rendaient compte qu'il y avait une certaine sororité entre ce qui vivait elle et ce que vivait l'autre, versus les réseaux nous envoient de l'information, mais on n'est pas capable de voir l'envers de la médaille. Qu'on gagnerait à rétablir cette discussion-là, que ce soit avec nos amis, avec un professionnel, au moins d'ouvrir la question, parce qu'on serait peut-être moins surpris de voir qu'il y en a beaucoup qui vivent la même chose que nous. Effectivement, ça serait vraiment important de normaliser les discussions sur les aspects plus difficiles, puis sans que ça devienne du chiolage ou qu'on n'est pas reconnaissant ou que ça devient juste t'es pas content ou votant. Je suis satisfaite de ce qui se passe, mais aussi des irritants qui se passent dans ma relation. Puis oui, il faut le normaliser avec un professionnel ou des amis ou des gens avec qui on a confiance. Parce que dans mon bureau, effectivement, la majorité, c'est plus ça, là. Oui, quand tout va bien, en général, on ne va pas aller consulter. Oui, mais même en thérapie, les gens ils ont l'impression de dire comme « Ah, mais là, on a l'impression qu'on fait juste chialer. » Je suis comme « C'est un peu le but de votre visite, là, de venir optimiser là, sur ce qui va moins bien, plus que cristalliser ce qui va bien. » Puis, seriez-vous capable de me nommer des désaccords parentaux communs? Est-ce que vous en entendez, là, des désaccords qui reviennent couple après couple, qui vont vous voir au fil du temps? Le temps d'écran, moi, je l'ai vu chez certains parents beaucoup. Oui, Oui, quand il y a des styles parentaux un peu différents, ou on va avoir quelqu'un avec un tempérament plus lousse, quelqu'un pour qui la routine est plus importante, puis là, ben, ça peut créer des conflits, là, parce que le bain n'a pas été donné mercredi à 7 heures, mettons. Et ça, c'est très important pour un. Si c'est très important pour les deux, ça va bien. Mais des fois, c'est ça, il y a des tempéraments où là, ça s'accroche un petit peu là, au niveau des règles, la routine en général. La gestion des finances associée aux enfants aussi, là. Par exemple, avoir acheté beaucoup de vêtements versus juste ce qui est nécessaire. Mais pour un, ça peut être un plaisir de pouvoir faire ça. C'est un sujet qui peut revenir. Oui, il y a des moments aussi, selon l'âge, tu sais, à quel moment est-ce qu'on laisse l'enfant s'asseoir en avant, par exemple, ou à quel moment on le laisse partir seul au parc, ou à quel moment, tu sais, tout ce qui est question d'autonomie, finalement, puis jusqu'où je protège, je veux pas surprotéger, mais souvent, ça laisse place à des conversations, ça peut créer là, des différentes... des frictions à cause des différentes opinions. Oui, des deux parents. Et tantôt, tu as nommé, Roxane, style parental. Comment tu définirais, c'est quoi un style parental? Bon, c'est quelque chose qu'on lit beaucoup, mais je ne suis pas sûre que tout le monde sait ce que ça veut dire. Oui, bien c'est comme l'ensemble, la direction que vont prendre nos interventions. Soit on va en distinguer, tu sais, le style autoritaire, le style démocratique. Et, tu sais, ce qu'on veut, c'est être un peu dans le milieu, là, c'est-à-dire de ne pas être trop strict, mais en même temps, on veut des règles, on veut qu'il y ait un cadre. Donc, ce style-là va faire en sorte que nos interventions vont vers un certain sens là, pour l'enfant. Donc, si on est, par exemple, dans un style démocratique, on va pouvoir exposer à l'enfant, mais on s'attend à ce qu'il nous répond, à ce qu'il pose des questions, on lui explique, versus non, c'est non, tu sais, moi, je suis ta mère, tu vas m'écouter. Ça, c'est plus autoritaire. Oui, on dirait que les senti. On sent le ton. Fait que c'est une posture qu'on prend aussi où, oui, tu vas écouter la télé, vas-y, là, tu sais, on est plus dans du laxisme un petit peu. Donc, tout ça va faire en sorte que c'est pas chaque intervention qui va déterminer est-ce qu'on est un bon parent ou pas, est-ce qu'on a une bonne relation ou pas avec l'enfant, mais notre style parental plus global, ça, on peut voir que ça a un impact. Mais en même temps, je me dis, avant qu'on soit parent, on peut pas vraiment déterminer notre style parental. On peut avoir une idée de qui on pense qu'on va être, mais dans mon cas, je vous dirais que l'idée, ou du moins l'idéal que je m'étais fait, puis pour vrai, ce que je vis dans le quotidien selon la fatigue, là, c'est différent. Donc là, j'entends, on dirait les gens se dire, c'est beau, mais comment je fais pour le déterminer puis le savoir quand? J'imagine qu'il faut le vivre. Comment ça... Je pense qu'effectivement, c'est une des situations où il faut vraiment le vivre pour le savoir. Là, parce qu'on sait souvent ce qu'on veut pas être par les modèles qu'on a eus, de comme ça, je veux pas répéter ça. Mais on n'est pas non plus dans la situation. Donc, avec du stress, la peur, l'inquiétude face à l'enfant, on développe un style plus naturellement. Il faut le vivre pour l'identifier. Est-ce que ça se modifie, un style parental? Ça se travaille. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont un idéal et qui souhaitent travailler pour y arriver ou qui disent hey, « ça, quand je fais ça, là, je sais que je passe à côté de quelque chose, je sais que ça vient tellement me chercher, c'est pas normal. Là. Je pense qu'il y a quelque chose, une blessure qui m'appartient. On peut aller le travailler, mais je le nomme, c'est du travail. Oui. C'est pas juste... on dit les enfants nous changent, je sais pas, j'accouche et là, voilà, je suis changée. C'est une transformation qui est profonde, qui peut être houleuse aussi, qui peut passer par de la culpabilité, de la honte même, de « voyons, comment ça ?» ou justement, je voulais pas le répéter, puis je parle comme je voulais
sais, comme je voulais pas faire. Donc, ça se travaille, mais il faut que ce soit un travail conscient, je pense. Et dans le couple, si on se rend compte que notre coparent adopte un style parental, qu'on sait, parce qu'on peut avoir eu, par exemple, des discussions, des fois, lorsqu'on est enceinte, on peut idéaliser, mais on peut quand même nommer « j'aimerais justement avoir tel style » ou « je ne veux absolument pas faire ça ». Puis là, on se rend compte que l'autre fait ce qu'il nous avait dit « je veux vraiment pas faire ça ». J'imagine que si on l'aborde de front, « regarde, t'es comme ta mère, t'es comme ton père », ça passe pas. peut-être pas, hein, notre taux de succès est limité, mais comment on fait pour l'aborder? Parce que tu l'as dit, ça se travaille, mais ça peut être houleux. C'est souvent délicat comme sujet. Mais je pense que ça va prendre une discussion, pas sur le coup de l'émotion, mais de poser, prendre le temps de discuter de cette coparentalité-là avec notre partenaire pour dire, OK, qu'est-ce que j'aime que tu fais? Qu'est-ce qui m'inquiète? Comment toi, tu vis ça? Puis de partager, d'avoir une discussion plus ouverte dans l'accueil, dans l'échange que dans le reproche, là, parce que effectivement, la pluie est plus dure à avaler là, quand on critique. Parce que souvent, le parent qui a un comportement qu'il ne voulait pas répéter, il se critique déjà lui-même souvent. Là. Il va le faire, mais on va se rendre compte. C'est, disons, on veut pas crier, on va le faire sur le coup, puis après ça, on fait « oh, je voulais pas finalement ». On peut s'excuser, par exemple. Oui, Exact. Exact. Puis c'est là où de laisser retomber la poussière un peu, plutôt que, tu sais, c'est « ah non, j'ai crié, je voulais pas », puis là, ton partenaire fait comme « ben là, tu cries tout le temps ». On crée de l'isolement, on crée, c'est ça, plus de détresse qu'autre chose. Je pense que, tu sais, c'est aussi de sortir de l'idée de on se l'est dit, c'est fait, là. Tu sais, c'est comme, on n'est pas tous challengés par les mêmes choses chez notre enfant, pas par les mêmes âges non plus. Il y a des mamans, des parents en général pour qui la petite enfance, c'est merveilleux. Il y en a d'autres que c'est vraiment difficile, puis que c'est quand ils ont un petit peu plus d'autonomie que ça va bien. Fait que, tu sais, ça aussi, je pense que de se garder des moments où on se parle, bien, selon l'évolution dans le temps, selon la ligne de temps, c'est important aussi. Oui, puis de ne pas se comparer à notre partenaire qui, justement, trouve la phase ou la période vraiment plus le fun quand nous, on en arrache vraiment beaucoup. Peut-être le voir comme une complémentarité qui est bonne, justement, pendant que nous, on a plus de difficultés, bien, tant mieux si l'autre trouve ça plus facile, il va pouvoir nous drainer. Mais encore là, faire attention aux comparaisons. Parce que si nous, on trouve ça facile, humainement parlant, ça doit être difficile quand même de comprendre que l'autre trouve ça difficile. Et est-ce qu'on est toujours obligé de comprendre? On n'est pas obligé de comprendre pour l'accepter, puis le reconnaître, puis le valider. Parce que des fois, dans la compréhension, il y a comme une attente de que je dois être d'accord avec ça. Quand dans les faits, c'est juste de reconnaître que c'est là, que l'autre a une difficulté. Tout à fait. Puis c'est ça, c'est de toujours garder, je pense, l'esprit d'équipe parentale. Tu sais, on est un couple, mais aussi on est une équipe parentale. Et dans chaque équipe, il y a toujours des hauts, des bas, il y a des périodes de difficulté. Ça ne veut pas dire qu'on n'arrivera pas à faire ce qu'on veut, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas une bonne équipe. Mais des fois, c'est là où il y a des séparations, quand on se dit, mais écoute, là, moi, je ne peux plus faire équipe, ou ça ne marche pas, ou ça ne fonctionne pas. C'est important de mettre ses limites. C'est comme, hey, je peux comprendre que pour toi, on a une vision différente, mais moi, c'est une limite. Là. C'est correct de la mettre. Là. Même si ça fait comme pas un conflit, là, mais c'est dur à tolérer là, qu'on pense différemment. Puis, tu l'as dit tantôt, des fois, on aime ça, les solutions magiques, mais on met notre limite. On dit, disons, pour moi, c'est la limite. Mais quelle est la prochaine étape? Parce que la personne, si je suis la personne, on va dire fautive de l'histoire, je reçois ça. OK, ma conjointe me dit que c'est sa limite, mais moi, moi aussi, j'ai comme atteint ma limite, je ne sais plus quoi faire. Quelle est la prochaine étape? Parce que tu l'as dit, j'ai l'impression que maintenant, on a bien intégré le fait qu'il fallait nommer et être entendu. Donc, les gens nomment beaucoup, mais il n'y a comme jamais de deuxième étape. Ça fait qu'on a beau nommer les insatisfactions, si jamais on ne prend pas action, bien, elles vont rester quand même. Autonomie, action, je pense que c'est ça. Il faut aussi qu'il y ait un engagement, une action qui soit prise. Si on fait que nommer, on peut se le nommer pendant des années, puis ça ne changera pas. Ma grand-mère dirait se leur noter aussi. Leur noter, c'est ça. Mais je pense que si on prend cet exemple-là, là, puis le partenaire, il reçoit « OK, moi, j'ai agi, j'ai dépassé une limite, mais ma partenaire me dit « ça, c'est une limite pour moi aussi comme parent. » Cas numéro 1, je fais comme « Hey, je pense que j'ai besoin d'aide » ou « Hey, je pense que finalement, c'est plus dur que je pensais » ou « Je vais en parler à un de mes amis » ou « Je vais en parler à un professionnel » ou je vais... Et là, il y a une mise en action, il y a un changement. Ça devient un épisode, mais qui a été comme formateur où on s'en sert pour être résilient finalement comme couple puis voir mais qu'est-ce qu'on en fait versus quelqu'un qui fait comme
ben là, c'est à la limite, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je fais de même. Puis que là, il y a une fermeture. Ben là, ça va être à l'autre personne de prendre la décision. Sachant ça et sachant que moi, c'est une limite, est-ce qu'on est rendu dans un cul-de-sac, finalement, ou là, ça dépasse? Tu sais, fait que là, je donne 2 exemples mais pour illustrer, mais pour moi, ça va avoir comme un impact complètement différent. Et ça, on n'a pas le contrôle sur l'autre. Puis des fois, on le voit que l'autre, il serait capable, puis oui, mais va parler à quelqu'un, ça irait tellement mieux, mais on peut pas, tu sais... Quand le fruit n'est pas mûr, il n'est pas mûr, là, tu sais. Fait que ça appartient vraiment à la personne. Ouais. Et combien de fois ça doit être frustrant aussi de voir que, par exemple, l'autre a atteint la limite que nous, on s'était fixée, on voit qu'il fait le choix de ne pas passer à l'action. Finalement, le couple en vient à la séparation et à la lumière de ça, la personne décide de passer à l'action. J'imagine que c'est un classique, malheureusement. Hein? Ça fait partie des cas de figure. Oui! Ouais. Et comme personne dans ce temps-là, ben nous-mêmes, on peut consulter, puis sinon, ben, il faut être résiliente que le fruit, il était peut-être pas mûr à cette époque-là, puis maintenant, c'est comme ça. Puis ça n'a rien à voir avec nous, finalement. Non, puis souvent, je vais voir les parents dire, ben je suis contente pour mes enfants. Tu sais, il y a la partie de la femme ou l'homme qui peut être blessé, mais il y a aussi la partie de, ben ce bout-là, je vais le digérer, mais je suis contente pour mes enfants quand ils vont chez leur père, chez leur mère, chez l'autre partenaire, qu'ils soient avec quelqu'un qui est finalement bien. On l'a vu, parmi les irritants parentaux, bien, il y a effectivement le budget, tout ce qui est question d'argent. Alors, allons à la minute financière, voir comment on peut relativement facilement faire un budget, puis du moins en discuter avec notre coparent. Faire un budget, ça peut sembler compliqué, mais en fait, c'est une des meilleures stratégies que vous pouvez prendre pour simplifier votre vie financière. Comment on s'y prend? En fait, il y a 2 éléments à considérer. Premièrement, on va regarder nos dépenses, nos revenus. Fait que de bien détailler ça, ça va nous permettre de mieux comprendre notre situation financière. Puis ça va nous permettre de mieux faire le 2e élément qui est important dans un budget, planifier. Si d'une part, vous dépensez plus que vous gagnez, bien, vous allez pouvoir faire un ajustement. Si à l'opposé, vous avez un surplus, bien là, à ce moment-là, vous allez pouvoir peut-être choisir de rembourser des dettes ou de financer de l'épargne, donc d'épargner, par exemple, pour les études de votre enfant. En résumé, un budget bien fait peut vous aider à vivre selon vos moyens. Ça va vous permettre de réduire du stress d'une part, mais ça va quand même vous permettre d'épargner puis garder aussi de la place pour le plaisir. J'ai l'impression que c'est l'expression de l'heure dans les dernières années, la fameuse charge mentale. On en parle, on en a parlé, on continue d'en parler. Voyez-vous des impacts dans vos cabinets maintenant? Est-ce que les gens la nomment, la fameuse charge mentale? Est-ce qu'on sent que ça a progressé un petit peu? Oui, les gens en parlent vraiment beaucoup plus dans mon bureau. Là. Surtout les femmes là, qui en parlent plus. Même les hommes commencent à plus le nommer. Ah oui, la charge mentale, des fois, ça devient un sujet rigolo là, entre les deux, plus léger. Mais effectivement, ça prend beaucoup de place là, dans un quotidien quand on ajoute des enfants là, dans cette gestion quotidienne-là, familiale. Là. Ouais, puis je pense qu'on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. Des fois, il y a aussi cette idée... Bien, je pense que de un, ça aide, là, les gens se retrouvent et se comprennent. Mais je pense que des fois, il y a comme un idéal aussi de la charge séparée 50-50. Oh wow! Qui est comme un idéal. Mais est-ce que ça se peut vraiment sans face? Bien, je penserais pas, juste par le fait aussi qu'il y a des choses qu'on veut remettre à l'autre par rapport à ses compétences qui sont meilleures que les nôtres. Donc, c'est plus moi, j'aime dire comme équité que égalité. Là. C'est pas 50-50, mais de sentir qu'il y a un équilibre. Là. Pas une balance là, qui se tient, mais qu'on remet un peu à chacun sa force. Là. Et est-ce qu'on peut dire que ça varie dans le temps? Que parfois, on est même à égalité, en équité, puis d'autres fois, il y a un déséquilibre, mais ça peut être dû à une situation, par exemple, au bureau ou quelque chose, mais un jour que ça revient, j'imagine, le but, c'est que le déséquilibre ou l'inéquité ne perdure pas dans le temps, toujours en défaveur de la même personne. Exact. Pour que ce soit équitable, il faut que ce soit juste à quelque part. Là. Donc, c'est peut-être... au début, je suis en congé de maternité, qui est un congé qui n'est pas des vacances de maternité. Donc, est-ce que mon partenaire le reconnaît? Mais qu'à un moment donné, tout ce que je fais, quand je vais retourner sur le marché du travail, peut-être que je vais avoir moins le temps là, de faire le ménage puis le lavage, puis comment on se le sépare à ce moment-là. Je pense aussi que le 50-50 est pas réaliste. Par contre, je vois une différence quand il y a une sensibilité, une reconnaissance. Je te remercie.
Hey, les enfants, tu sais, le faire voir aux enfants aussi. On remercie maman, on remercie papa, grâce à lui, sans tout nommer tout le temps, mais juste de sentir que l'autre voit, parce que c'est souvent ça, la charge mentale, c'est la charge de tout ce qui est invisible. Tu comprends pas, dans ma tête, ça roule tout le temps. Et c'est cette incompréhension-là, ce manque de reconnaissance-là, souvent, qui va plus venir créer des flamèches que la charge en tant que telle. Exact. La reconnaissance est importante. Ça évite d'avoir l'impression que c'est pris pour acquis, que l'autre va prendre ça en charge. Oui. On a l'impression que tout le poids du monde est sur nos épaules et que personne ne le voit. Donc, c'est au moins il y a cette partie-là. D'un autre côté, diriez-vous que selon la personnalité, que ce soit de l'homme ou de la femme, il peut y avoir une facette de la charge mentale qui soit plus grande? Veux pas, là, quelqu'un, tu parlais tantôt des styles, mais qui est hyper autoritaire, ordonné, rigoureux, risque d'avoir peut-être plus de charge mentale dans son assiette que quelqu'un qui est plus désinvolte, regarde, on va faire comme ça, c'est pas plus grave que ça. Et un n'est pas mal par rapport à l'autre. Effectivement, il y a des styles de personnalité différents. Il y en a qu'on va aviser quand ça va arriver, puis d'autres qui veulent planifier pour éviter les risques. C'est juste deux styles vraiment différents. Mais fait que les deux peuvent travailler pour diminuer un peu l'effet de la charge mentale. Un peu, est-ce que ta charge mentale, elle est trop pleine en fonction de tes exigences élevées ou parce que tu vois pas ce qu'il fait? Là. Ça, c'est l'autre côté aussi. Là. Fait qu'il faut juste voir effectivement les styles différents. Si un des deux parents décide que la routine établie ou la répartition de la charge ne lui convient plus au fil du temps. Par exemple, les enfants vieillissent, ils pourront en faire davantage dans la maison, c'est pas le cas, ou autre. Comment on peut replacer tout ça? Parce que c'est pas non plus facile pour le parent qui avait, disons, moins de charge mentale, qui du jour au lendemain, voyons, qu'est-ce qu'il a mangé pour déjeuner ou qu'est-ce qu'il a mangé pour déjeuner pour tout vouloir me le donner tout d'un coup. Tu sais, j'imagine que ça amène un déséquilibre des deux côtés, puis on peut pas s'attendre à ce que l'autre, le coparent, du jour au lendemain, passe d'une, on va dire, une petite moyenne charge mentale à « boum, je dois m'occuper de tout ». Ça prend une période transitoire, puis de nommer, en fait, puis d'exposer les éléments de la charge mentale, de prendre le temps, encore une fois, de s'installer, puis voir, voici moi à quoi ma tête est occupée, qu'est-ce que tu peux prendre. Faire choisir l'autre, des fois, c'est aidant aussi, plutôt que de lui imposer. Je trouve qu'on vient aussi à quand tu nommais laisser tomber, tu sais, laisser retomber la poussière. Tu sais, souvent, ça sort quand on est écœuré, ça fait un bout, puis on ne l'a pas dit, puis là, c'est comme mais quand on est calme, quand on se sent, dans les transitions, je suggère aussi, là, tu sais, comme là, l'automne s'en vient, les enfants vont reprendre la routine avec le sport, ou, tu sais, il va y avoir un changement inévitable. OK, là, comment ça a été l'année passée? Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce que moi, j'ai pas aimé? On a-tu le contrôle là-dessus? On n'a pas le contrôle? Est-ce qu'on s'ajoute quelqu'un dans la gang, genre une femme de ménage? Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce que... Tu sais, fait que je pense que de revoir ça par saison là, ou par moment, ça évite peut-être là, d'aller trop loin par la suite. Oui, puis avec des enfants de 6-9 ans, là, ils vont « Ah, je veux faire telle activité, je voudrais ajouter ça. » C'est comme parents là, de faire « OK, nous, ça se ramène dans notre cours, cette gestion-là. Est-ce qu'on on a l'espace pour le faire? Est-ce qu'on peut, on accepte? » Puis où on rediscute avec l'enfant pour trouver une activité moins, mettons, prenante. Je sais que moi, si ça m'arrivait dans ma famille, la réponse serait peut-être « Bien, t'as juste à travailler moins ou faites moins. » Mais là, t'es comme « Oui, mais attends un petit peu, là, le travail, ça donne d'autres avantages. » Mais là, est-ce qu'on embarque justement dans toute cette espèce de justification-là où on est comme « J'entends, je comprends que c'est choquant, c'est frustrant. » Puis on laisse un peu faire parce qu'à 6-7, c'est quelque chose. Mais déjà 8, 9, 10 sont capables de nous le remettre de si toi, tu n'allais pas au yoga le mardi, tu aurais le temps de venir me porter, ou si toi, tu ne travaillais pas, ou si toi, tu sais, ils sont capables de se trouver des arguments. Comment on négocie avec ça? Oui. Mais j'allais dire, c'est pas nécessairement une négociation. Je pense qu'on l'entend, mais en même temps, tu es une femme. Tu sais, dans l'exemple que tu donnes, tu es une femme, tu es quelqu'un qui travaille, tu es quelqu'un qui veut avoir son yoga, tu as le droit à tout ça. Et dans ton équilibre mental, toi, tu sais que c'est la meilleure chose à faire pour l'instant. C'est une décision que vous avez prise en couple. Après ça, c'est correct. Tu sais, c'est ça aussi, la démocratie, c'est d'entendre, de dire. Puis des fois, ça se peut faire comme que l'enfant amène une solution pour que, j'y avais pas pensé. J'en reparle à ton père, j'en parle à ta mère, on s'en reparle. Mais qu'ils puissent juste avoir l'espace pour le nommer. Ça, je pense qu'ils se sentent entendus. Mais, tu sais, des fois, c'est comme si on a un ballon de colère puis ils veulent nous le lancer. Oui. C'est comme, toi, si puis là, nous autres, là, c'est pas la même affaire, puis là, on embarque. Fait que je pense que c'est ça aussi, là, tu sais, de garder la posture, là, plus solide un petit peu.
Et j'avais l'impression tantôt, quand on parlait de revoir les horaires, de revoir pour la charge mentale, est-ce qu'on pourrait dire que ce serait aussi de un peu renégocier son contrat de couple? J'aurais tendance à dire de prendre un moment, que ce soit un après-midi pendant que les enfants sont pas là, si on peut s'offrir un week-end, tant mieux, un moment, bref, pour juste prendre un petit peu de recul sur... Je pense que j'aimais ça, ton idée de saison. On dirait que les saisons viennent avec autant les sports, même la rentrée scolaire, le travail. On a toujours des périodes, selon ce qu'on fait dans la vie, qui sont plus achalandées ou moins, pour prendre du recul puis s'ajuster avant d'en arriver jusque-là puis d'être tout le monde à cran. Moi, je suis vraiment d'accord avec les bilans. Là. Je le recommande dans toutes les sphères relationnelles. Et je me dis, on le fait au travail, là, où le système, notre organisation le fait d'emblée sur voici telle période, c'est plus demandant. Mais on peut le faire dans notre vie personnelle. C'est même nécessaire, justement, de réévaluer. Hey, on fonctionne de cette façon-là. Ça te convient-tu encore? As-tu l'énergie? On peut-tu laisser quelque chose ou remplacer par autre chose? C'est vraiment important, oui, de faire des petits bilans. Là, j'ai une question qui tue, qui n'est pas facile, mais on dit que être en couple, c'est faire des compromis. Où est la ligne entre un compromis et l'acharnement? Des fois, on veut tellement maintenir la famille. Tu sais, ça se peut qu'on fasse un bilan qui soit moins rose. OK, on prend sur nous. À un moment donné, le deuxième, on avait mis des objectifs. Mettons, un des deux parents fait pas ce qu'il s'était engagé à faire, par exemple. Jusqu'où il y a une différence entre travailler, parce qu'on l'a dit, le couple, puis même nous, je pense qu'en tant qu'être humain, si on veut évoluer, il y a du travail à faire, puis s'acharner sur quelque chose qui fonctionne pas. Bien, moi, je pense que de se poser la question, est-ce qu'on s'acharne? Des fois, c'est une très bonne question. Si oui, à quoi on s'accroche? L'idéal, la famille unie. Souvent, c'est comme toute cette pression-là qui vient comme teinter l'acharnement. On peut consulter pour aller voir un œil extérieur aussi. Là. Des fois, on est comme très collé, notre lunette est très, très proche. Ouvrir des œillères avec quelqu'un de neutre aide à sortir de notre gestion de conflit qu'on connaît. Ça peut être une bonne chose. Mais oui, ça vient des fois... Est-ce qu'on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire? Puis ça se peut que la réponse ce soit oui aussi. Oui. C'est correct. Puis le fait de consulter, j'imagine en amont, si jamais la réponse c'est oui, on arrive au bout, bien, on peut être accompagné dans cette transition-là parce que si c'est une décision commune, même si ça se fait pas dans une explosion, ce qu'on peut souhaiter même, je dirais, mais cette transition-là, ça veut pas dire qu'elle va être facile et harmonieuse non plus. Non, puis moi, je fais de l'accompagnement à la séparation, puis des fois, en thérapie, les gens, ils pensent comme, le succès de la thérapie ou de l'échec, c'est on reste ensemble ou on s'est séparés. Ouais. Toutefois, il y a tellement des belles choses qui se sont faites dans un accompagnement à la séparation parce que c'est comme si on peut s'ouvrir sur des choses qu'on n'aurait pas dit parce qu'on a peur de briser le lien ou qu'on se sépare. Là, il n'y a plus ce risque-là parce que la séparation est terminée. Fait qu'on peut amener les parents à avoir une meilleure coparentalité, se nommer des choses puis à grandir aussi pour leur enfant. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà du couple, on va demeurer toute notre vie une famille, peu importe la forme qu'elle va prendre, on va demeurer les parents, les coparents de nos enfants. Donc, c'est intéressant, l'idée de l'accompagnement. Et en terminant, auriez-vous peut-être une astuce ou Des fois, quand ça déborde, on connaît notre partenaire ou, tu sais, des fois, il va y avoir une préposition, je dirais même physique. Là. On voit là, que l'autre personne, elle va se reculer ou elle va froncer ou elle va... Est-ce qu'il y aurait un petit quelque chose qu'on pourrait faire juste pour désamorcer? On s'est dit tantôt, les grandes discussions, c'est mieux de les faire une fois la poussière retombée, pas à chaud, mais des fois à chaud. Est-ce qu'on pourrait se dire, je fais ça des fois avec mes enfants, on a trouvé des mots-clés, des mots par rapport à tarentule, tu sais. Puis quand on dit le mot, là, hop, on sait qu'on est peut-être en train là, tu sais, l'amygdale est un peu en feu, là, on est en train de dérailler. Est-ce qu'en couple, ça pourrait être la même chose, de dire, là, je sens que ça monte, j'essaie de te désamorcer avant de se rendre à 10 sur 10? Bien, idéalement, oui. C'est sûr qu'on n'y arrivera pas nécessairement à chaque fois. J'avais une prof à l'époque qui se disait, bien, quand la chicane arrive, demande-toi donc, tu sais, t'as quel âge en ce moment? Là? C'est bon. T'as quel âge, là? Puis là, des fois, OK, ouais, là, je pense que j'ai 2-3 ans, m'aller me calmer dans ma chambre, je vais revenir, tu sais. Mais juste parce que des fois, c'est ça, on s'accroche, mais c'est même pas si important pour nous. Ça répond à une blessure c'est ça, là, la petite fille en dedans qui veut pas lâcher prise sur quelque chose ou qui veut se faire entendre. Ou... Fait que ça, des fois, c'est une petite phrase qui peut désamorcer, là, ou se donner comme un petit ancrage, là, comme ton mot tarentule, là. Mais sinon, je pense que c'est ça, se sortir le doigt de l'engrenage, faire comme, hey, là,
je sais vers quoi ça s'en va. Je sais même comment ça va finir puis qu'est-ce qu'on va se dire quasiment. Tu sais, quand on est un vieux couple, là, c'est souvent les mêmes choses qui reviennent ou tu sais, on sait là, quel track on est en train de prendre. Fait que si on est capable de devancer ça, de faire comme hey, je vais prendre du temps, je vais te laisser te calmer. Bien sûr, on n'est pas toujours dans l'idéal. Ben non, c'est sûr, mais je me dis si sur, je sais pas moi, 10 frictions, on est capable d'en désamorcer ne serait-ce que 3, 4, 5, 6, bien c'est déjà beaucoup parce que, tu l'as dit souvent, ça a un peu toujours la même finalité, mais les mots qui sont prononcés, eux, ils restent. Exact. Puis c'est pour ça, c'est important aussi de... On peut briser l'engrenage à tout moment, tu sais. Des fois, on va être capable de le faire vraiment juste avant que ça l'escalade. Des fois, on va avoir escaladé un peu pour faire « Oh, attends, stop, là. » Ça dégénère, on prend un recul. Puis des fois, ben, on retourne dans les vieilles pantoufles, puis on va jusqu'au bout, puis on a bien de la peine. Mais au fil du temps, on va être capable de se désamorcer plus rapidement. J'adore ça. On peut se retirer le doigt de l'engrenage à n'importe quel moment. Puis, quel âge j'ai en ce moment? Hein? On peut aller sur notre lit, bouder un peu, puis revenir après. Des fois, ça fait du bien. Merci beaucoup, mesdames. Merci.